Bonjour. Il nous faut maintenant consolider le peu qu'on a appris du C en faisant quelques programmes simples. Bien voir la différence entre le if et le while, entre le binaire et le BCD, et comment on peut faire des conversions. On a vu comment lire un poussoir et écrire sur une LED. On va un tout petit peu compliquer le problème en ayant deux poussoirs et deux LED et chercher à programmer différentes fonctionnalités. Ces fonctionnalités interagissent avec des poussoirs et des LED qui sont allumés ou éteints, des poussoirs qui sont pressés ou relâchés. Et la façon dont ça a été câblé est un autre niveau. Donc c'est comme on l'avait vu la dernière fois, dans des define que l'on va dire, eh bien pour ce câblage, pas pour ce programme, mais pour ce câblage dans lequel on va tester le programme, eh bien la LED 1 est dans la pin 5, la LED 2 sur la pin 6, la fonction poussoir on, eh bien c'est quand on lit un 0, il y a le point d'exclamation. Quand on veut activer la LED, eh bien, on doit mettre un low sur la LED qui est sur la pin 1. Une fois qu'on a défini ça, eh bien, on peut oublier le câblage et ne se préoccuper que de la fonctionnalité. Alors, première fonctionnalité, ben, c'est ce qu'on avait déjà vu. On copie le poussoir 1 sur la LED 1, le poussoir 2 sur la LED 2, et là, avec un if, pas de problème. Si le poussoir 1 est à 1, on allume la LED, autrement on l'éteint. Et le programme, après un if, continue, va s'occuper du poussoir 2, et ensuite recommence. Vous avez une réaction immédiate du processeur aux actions d'entrée. On peut s'amuser à compliquer un tout petit peu la règle du jeu en disant, mais la LED 1, j'aimerais qu'elle s'allume si le poussoir 1 est actif ou si le poussoir 2 est actif. Et là, on a fait un tout petit peu de logique. Ça peut se convertir directement dans le symbole logique du OU. Et on peut également faire une table de vérité et puis voir les différents cas exprimés avec des 1, des 0. Alors ici, on a la fonction OU. Et puis là, de l'autre côté, bon, on va changer un petit peu la règle. Et on va dire, la LED 2, elle s'allume quand on agit sur le poussoir 2, mais elle ne doit pas s'allumer si on ajoute en même temps sur le poussoir 1. Donc là, c'est une condition R. Pour que la LED 2 soit allumée, il faut que le poussoir 2 soit actif et il faut que le poussoir 1 ne soit pas actif. Ce petit rond d'inversion remplace l'inverseur qu'on avait eu dessiné. Donc maintenant, comment programmer ça? Alors au niveau du C, vous avez le OU logique qui est une barre verticale et on verra que comme pour le signe égal, la simple barre verticale agit sur des mots binaires et la double barre verticale agit sur des conditions, condition poussoir 1 on, condition poussoir 2 on. Si l'une de ces deux conditions est réalisée, on allume la LED 1, autrement on l'éteint. Et puis, dans le cas du et logique, eh bien, on a le symbole du EC, facile à reconnaître. Si le poussoir 2 est actif et qu'on n'agit pas avec le poussoir 1, eh bien, on va allumer la LED. Donc, pour tester ces programmes, on utilise les définitions qui ont été listées au dia précédent. Avec toujours le même schéma, mais on a un seul poussoir et puis une seule LED. On se dit, tiens, mais ça pourrait être amusant de clignoter un nombre de fois en fonction de la durée d'un poussoir. Hein, vous pressez rapidement, ça clignote une fois. Vous pressez très longuement, ça va clignoter plusieurs fois. Comment est-ce qu'on peut programmer ça? On va dire, tant que je presse sur le bouton, je vais incrémenter un compteur
augmenter toutes les 20 millisecondes, par exemple. En fait, on a des petits escaliers ici. Et puis, une fois qu'on a relâché, eh bien, on va décompter. Mais on peut décompter, dans le fond, on ne veut pas décompter autant de fois qu'ici, ça ferait trop de clignotements. Donc on va faire des paliers. Là, on a incrémenté de 1, maintenant on va décrémenter, par exemple, de 25. Donc au niveau du programme, il faut nous définir une variable cTime, qui est le compteur de temps du poussoir. Dans la boucle, eh bien, on va commencer par mettre le compteur à 0. Et puis ensuite, on dira, ben, tant que le poussoir est à 1, on va augmenter le temps toutes les 20 millisecondes. Et là, ça doit être un while. Aussi longtemps, on va rester dans cette partie du programme. Si on l'avait mis en if, eh bien, on aurait tout de suite été regarder ce qu'il fallait faire plus loin. Et vous auriez eu un clignotement à chaque pression et un seul. Vérifiez. Alors une fois qu'on relâche le bouton, ben, le while va nous faire sortir dans le fond de cette boucle. Et puis on va dire, ben, tant que le compteur de temps cTime est supérieur à 0, on fait un clignotement, on diminue de 25 et on reste dans cette boucle à faire des impulsions jusqu'à ce que ça soit négatif. Voilà. Et puis ensuite, ben, on va recommencer à attendre sur le poussoir et refaire le petit jeu. Donc là, vous voyez bien la différence entre un while qui attend la fin d'un événement et le if qui teste une chose et continue plus loin. Alors on parlera beaucoup de PVM pour faire des impulsions de longueur variable et changer la vitesse d'un moteur ou changer l'intensité d'une LED. Bon, on a une LED ici en sortie de notre circuit qui a été déclarée LED en on. Eh bien, on va l'allumer un certain temps, l'éteindre un certain temps, en répétant toutes les 20 millisecondes. Eh bien, la persistance rétinienne intégrera cette intensité lumineuse et on verra si on définit une valeur 2, eh bien on aura 2 vingtièmes d'intensité, 10% d'intensité sur la LED. Donc on définit une durée, LED en on, un délai, la durée, LED en on, T, et puis ensuite on éteint et on atteint la durée complémentaire à 20, puisqu'on a une tranche ici de 20 millisecondes. Alors il y a un petit problème auquel il faut faire attention, c'est que le délai durée on, si vous mettez une durée de 0, vous n'aurez pas du tout une durée de 0, mais une durée de 65 secondes à cause du décomptage qui se fait. Et si on décompte de 0, eh bien on a la valeur maximum. De même, la valeur 20 doit être exclue, puisque ça correspondrait de ce côté à une attente de 0. On peut naturellement maintenant perfectionner le programme et dire, ben, si c'est 0, je ne passe pas par ces instructions, j'active le on. Si c'est 20, je ne passe pas par ces instructions, j'active en permanence le on. Et maintenant, si vous voulez vraiment pouvoir éteindre totalement et allumer sans perte d'intensité, il vous faut décoder ici, au début du programme, si la durée est à 0, alors il faut ne pas passer par ces instructions et uniquement éteindre. Si c'est 20, il ne faut pas passer ces instructions et uniquement allumer. Et ça coûte plusieurs instructions que vous avez peut-être encore de la peine à bien écrire, mais essayez. Ce qu'on va plutôt faire, c'est de varier cette intensité pour avoir une LED qui s'allume de plus en plus longtemps. Et là, on peut dire, ben, c'est facile, il suffit de... j'avais le temps 2 ici, je peux mettre la valeur 3 dans la prochaine boucle.
mais ça veut dire qu'en 20 fois 20 millisecondes, en 0,4 secondes, on aura passé de l'intensité minimum à maximum. Donc pour ralentir cette évolution, il nous faut répéter plusieurs fois la même configuration d'impulsion. Et pour cela, ben, on va, en plus de la durée qui va varier maintenant et qui va commencer à 1, on va introduire un nombre de répétitions qui sera un compteur et on va définir un nombre maximum de ces répétitions. Et si on prend par exemple la valeur 10, ça veut dire que l'on va maintenant répéter 10 fois chaque impulsion. Donc ça va durer 0,2 secondes et toutes les 0,2 secondes, on va modifier la valeur et le cycle va prendre dans les 3-4 secondes. Donc au niveau de la boucle, on part avec un nombre de répétitions qui vaut 0. On vérifie si ce nombre est inférieur au maximum. Si oui, on active et désactive la LED et on incrémente le compteur de répétition pour sortir de cette boucle quand la condition ici ne sera plus satisfaite. Quand on sort de cette boucle, on modifie la durée puisqu'on veut augmenter l'intensité. Et si la durée on est égale à 20, hein, on était à 19, c'était accepté. Mais quand ici on a rajouté 1, eh bien ça n'est plus acceptable. C'est pour ça que j'ai préféré écrire 19 plus 1. On remet l'état 1. Donc quand on a fait le dernier cycle à 19, que l'on a anticipé une évolution qui n'a pas eu lieu, eh bien on remet le compteur à 1. Donc voilà quelques exemples. Si maintenant on s'intéresse à incrémenter, augmenter de 1 un compteur BCD, la représentation en BCD, eh bien, c'est chaque fois, comme on l'a vu, 4 bits, et on ne va pas utiliser toutes les combinaisons possibles de ce mot binaire. Donc, je pars d'un exemple qui est 399, j'aimerais ajouter 1. Eh bien, en binaire, je dois ajouter 1. 1 plus 1, ça fait 0, il y a un report. 1 plus 0, ça fait 1, il n'y a pas de report. 0 plus 0, c'est copié, 1. Et voilà, le résultat, ben, c'est en fait le chiffre hexadécimal A, alors qu'on voudrait avoir des zéros ici, et puis un report pour le bit suivant. Alors, cette différence, elle est de 6. Donc, au niveau de l'algorithme, eh bien, on va dire, si le résultat a dépassé 9, on ajoute 6, ce qui amène le résultat à la valeur 0 et incrémente l'étage suivant. Donc, ce raisonnement peut se continuer. Et au niveau de la programmation, puis c'est ça qui nous intéresse, il nous faut définir un nombre de 16 bits que l'on va appeler BCD. C'est important de remarquer que quand vous avez ici 8000 ou 9000, eh bien, vous avez le premier bit qui est le bit de signe qui pourrait faire croire à certaines parties de programme que l'on manipule un nombre négatif. Donc, il faut bien définir unsigned int BCD. Et maintenant, on incrémente BCD en binaire. Donc, on va trouver dans ce cas-là A 9. Et puis on dit, ben, si le résultat est supérieur à 9, on ajoute 6, ce qui veut dire que le résultat va devenir 0A. Et la ligne suivante, eh bien, on dit, si c'est supérieur à 90, ce qui est le cas ici, eh bien, on ajoute 60. Le résultat va devenir 0, 0, 4, puisqu'on a ajouté 1.
et on va passer à travers les deux instructions suivantes sans rien faire, puisque ce n'est pas supérieur à 900 ni supérieur à 9000. Alors quand c'est supérieur à 9000, il y a en fait un débordement qui ne sera pas signalé le programme. Vous allez obtenir la valeur 0. Donc si vous voulez signaler le débordement, il vous faudra rajouter des instructions supplémentaires, activer une variable qui dit ça a débordé. Pour faire le décompteur BCD, c'est extrêmement proche et même plus simple. Vous devez soustraire 1, donc 0 moins 1, ça fait 1, et il y a un emprunt. 0 moins l'emprunt, ça fait 1, moins l'emprunt, ça fait 1. Donc on trouve la valeur f, alors qu'on devrait avoir la valeur 9. Et puis, il n'y a pas d'emprunt qui a été propagé. Donc la règle est très simple, c'est de dire, si on a 9, on met f, et il suffit de regarder comme on l'a fait avant, un digit après l'autre avec des masques pour avoir le résultat. Voilà en plus propre ce que je viens d'expliquer. On pourrait soustraire 6, ou bien, comme on vient de l'expliquer, simplement forcer un 9. On a souvent l'application où une variable doit rester en fait dans un certain intervalle. Alors si cette variable x est plus grande que a, eh bien on ramène la valeur à a. Si elle est plus petite que b, on ramène la valeur à b. Et ça nous coûte 2 instructions, enfin 4 instructions, et ça nous coûte 2 instructions. Arduino vous offre cette fonction qui est constrain, avec 3 paramètres, x, l'entrée, le maximum et le minimum. Arduino vous offre cette fonction si vous ne voulez pas réfléchir. Constraint, if x doit rester dans l'intervalle entre A et B, et le résultat donc sera confiné, constraint, dans cet intervalle. On peut aussi s'intéresser à définir un maximum et un minimum. Vous avez une variable, est-ce qu'elle est plus grande que A, plus petite que B? Donc, c'est aussi des fonctions qu'Arduino vous offre, mais qui ne sont pas vraiment essentielles. Minimum de A à B, maximum de A à B. Un cas plus intéressant, c'est une conversion dans le fond d'échelle. On verra dans les convertisseurs analogiques numériques que vous obtenez à partir d'une tension sur une entrée du microcontrôleur une valeur entre 0 et 1023. Souvent, ça nous arrangerait d'avoir seulement cette valeur entre 0 et 255. Donc là, il suffit de la diviser par 4. Ce qui revient, vous avez une valeur qui en fait est 10 bits. Ce qu'on voudrait, c'est ne garder que 8 bits, et on va garder naturellement les bits de poids fort, et on va couper les 2 derniers bits, ce qui se fait en fait dans la pratique en décalant de 2, et on en reparlera plus tard, il y a le signe supérieur supérieur 2, pour dire qu'on décale le mot de 2 positions, donc il avait 10 avant, on a injecté des zéros, il n'y a plus que 8 positions successives. C'est un petit peu plus compliqué si maintenant vous voudriez que le 1023 corresponde à la valeur de 100. Alors, au lieu de diviser 256 par 1023, qui était le x sur 4, il nous faut maintenant diviser 200 par 1024 et puis multiplier par x. Alors là, il faut quand même faire attention parce que 200 sur 1024, ça fait 0. Le microcontrôleur travaille avec des nombres entiers et il va vous signaler que ça fait 0 et qu'il y a peut-être un reste de cette division que vous pouvez récupérer d'une certaine façon. Mais ce produit vous donnera toujours 0. Donc ce qu'il faut écrire, c'est x fois 200, en se méfiant que ça pourrait devenir trop grand par rapport à la taille mémoire qu'on a réservée, et on divise par 1024. Divisé par 1024, comme on vient de le dire,
ça peut être des décalages, une puissance de 2. Donc si on décale 10 fois, eh bien, vous aurez votre résultat. On peut encore s'amuser à dire, mais 200 multiplié par 200, c'est multiplié par 128, par 64, par 8 et ajouter le tout. Ces multiplications par 128, 64 et 8, c'est des décalages dans l'autre sens. Donc la valeur y, on l'obtient avec des instructions qui ne sont pas des divisions ou des multiplications qui prennent beaucoup de temps au processeur, mais de simples décalages dans un sens, et puis ensuite le résultat est décalé dans l'autre sens. Et maintenant, si vous réfléchissez encore, vous pouvez dire, mais on pourrait enlever 3 décalages ici, et puis compenser en les enlevant ici aussi. Ce sont des petits trucs qui accélèrent encore l'exécution. Bien, regardons un autre exemple. Vous avez un thermomètre médical qui travaille entre 32 et 35 degrés et le capteur donne des valeurs entre 240 et 680. Alors le programme est un petit peu plus long puisqu'il faut commencer par définir des coordonnées ici en soustrayant ces valeurs et ensuite appliquer la multiplication et division que l'on vient de voir. Là, heureusement, Arduino vous fournit une fonction qui s'appelle map, qui est très bien documentée puisque on dit c'est map d'une valeur, la valeur x, from low, from high. Donc on avait une échelle qu'ils appellent from, puisqu'on veut convertir cette valeur x en y. Donc from low, from high, to low, to high, et vous obtenez la valeur y en appelant cette fonction. Donc dans le cas particulier, voilà les valeurs numériques qui correspondent à mon dessin. Donc tant mieux quand on trouve des fonctions qui font exactement ce qu'on veut, pour autant qu'elles existent dans l'environnement qu'on utilise. Donc ça, c'est pas du C, c'est des facilités d'Arduino qui existent peut-être aussi dans d'autres compilateurs. Avec ces quelques exemples, on a clairement vu la différence entre le if et le while, entre le binaire et le décimal. On a appris que les calculs se faisaient en nombre entier uniquement. Et puis, avec des comparaisons, on peut vérifier des valeurs, transformer linéairement des variables, et on verra naturellement d'autres solutions dans le futur.